Le premier point de l'ordre du jour, c'est M. Carlos dos Santos qui va nous faire, agent à l'ALEC, qui va nous faire la présentation synthétique du bilan énergétique 2019 de la collectivité. M. dos Santos, merci d'être présent. Et merci de bien vouloir faire cette présentation que vous avez trouvée sur vos tables, bilan du patrimoine sous forme de visuel de présentation, et ce document qui va vous servir de fil conducteur de présentation, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci de me recevoir ce soir pour vous présenter effectivement le bilan du patrimoine communal qui intègre les consommations et dépenses de tout ce qui est bâtiment, éclairage public et postes carburant. Donc c'est vrai que d'habitude, effectivement, c'est une présentation visuelle. Là, j'espère que vous arriverez à suivre dans l'intervention. Donc, au niveau des chiffres, après la première page de garde, on va dire, vous avez synthétisé les actions, on va dire, de l'ALEC, parce que je travaille au sein de l'ALEC, qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Du Pays de Rennes. Du Pays de Rennes, tout à fait. C'est vrai, puisqu'il y a d'autres ALEC. Il y a d'autres ALEC sur le territoire en France. Donc, je ne vais pas forcément trop m'étaler sur les actions. Je vous ai juste mis, on va dire, les secteurs, entre guillemets, d'activité de l'ALEC. On a effectivement surtout un partenariat fort, on va dire, avec les collectivités. Et ensuite, sinon, on s'intéresse aussi beaucoup, comme vous avez sur votre territoire, une plateforme vis-à-vis de la rénovation d'habitat. Donc, on est aussi une des portes d'entrée, par contre, pour Rennes Métropole, de cette, avec éco-travaux. Donc, vous avez à peu près la même chose sur le VAC de l'immobilier. Et après, on fait aussi pas mal d'interventions, même si elles sont un petit peu chamboulées ces derniers temps, auprès du particulier ou auprès du professionnel. Donc ça, le mieux, ce serait d'aller sur notre site, vous verrez, il y a beaucoup d'informations sur les différentes activités de l'ALEC. Pour ce qui me concerne, c'est dans le cadre du Conseil en énergie partagée, donc les chiffres du patrimoine communal, elles vous sont synthétisés sur les trois secteurs, le secteur bâtiment, l'éclairage public et on va dire le poste carburant. Et quand vous cumulez ces trois secteurs, vous avez donc, vous consommez à peu près, on va dire 2 gigawattheures par an d'énergie pour chauffer, éclairer, avoir de l'eau chaude sanitaire, etc. dans vos bâtiments communaux. Ça, c'est la partie énergétique. Et si vous rajoutez également les dépenses en eau potable, parce que vos bâtiments consomment également l'eau potable, et puis certains usages d'arrosage, on arrive à une dépense d'environ presque 245 000 €. Donc ça, c'est, on va dire, le bilan 2019, donc les dépenses eau et énergie du patrimoine communal. Et pour, c'est vrai, donner une idée, enfin deux références, deux points de référence comme ça, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres et c'est pas forcément évident d'avoir des points de repère. Donc ça fait un coût d'environ 95 € par ménage, hein, c'est 245 000 €. Bon, après, ce sont des valeurs moyennes, on va dire sur les chiffres lycées. Et les 1 660 000 kWh qui sont dus au bâtiment, secteur du bâtiment, imaginez que c'est à peu près la consommation, on va dire, annuelle d'environ presque 100 maisons. C'est à peu près la valeur moyenne qu'on a, on va dire, en France. Ça donne, pour les bâtiments, les 1 660 000, à peu près la consommation de 100 maisons. Donc quand on continue ensuite sur l'évolution des consommations globales, tous secteurs confondus, donc vous avez un graphe qui vous montre, qui sont colorés orange et bleu. Donc ça vous montre les évolutions des dépenses et des consommations sur 10 ans. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que si on regarde, on va dire, les 2 dernières années et les 2 premières années de ce graphe-là, on voit qu'on arrive à peu près à stabiliser les consommations, malgré que le patrimoine se soit quand même étendu, que ce soit un petit peu sur l'éclairage public, mais aussi sur les bâtiments communaux. On y reviendra un peu plus tard. Après, le point faible, c'est, on va dire, la partie renouvelable, qui n'apparaît pas forcément de manière importante ici, qui était normalement un graphe en vert. Donc si je continue toujours sur les évolutions globales, mais cette fois par secteur, en dissociant donc le bâtiment, l'éclairage public et les carburants, donc toujours avec ces codes de couleur. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, les bâtiments, c'est à peu près 80% sur 2019, de consommation. Donc le vert est assez omniprésent. Et ce qu'il faut regarder après par énergie, c'est qu'il y a eu entre 2018 et 2019 une augmentation des consommations d'électricité et de gaz naturel. Par contre, si on regarde globalement, toujours ces moyennes entre 2018 et 2019
scolaire depuis 2 ans. Vous avez également la mairie, hein, à partir de 2014, enfin quand je dis mairie, médiathèque, qui s'est aussi également agrandie. Donc malgré cette extension de patrimoine, eh ben, on a réussi à limiter en fait la hausse de 5%. En fait, même si on fait le calcul, on a même baissé un peu, parce qu'on a une hausse de 75 000 kWh, mais c'est vrai qu'on a en même temps à peu près 100 000 kWh de plus du fait de l'extension du patrimoine. Pour l'éclairage public, vous le verrez, on est dans une bonne dynamique puisqu'on a pas mal baissé ces derniers temps les consommations, donc, ce qui est moins vrai par contre pour les dépenses. Et le poste carburant sur 2019 qui a connu une hausse de 4%, là aussi à relativiser quand on regarde des moyennes. C'est vrai que c'est bien de regarder, on va dire, des évolutions annuelles, mais c'est bien aussi de les lisser parfois sur 2-3 ans, hein, parce qu'il y a toujours des variations dues à différents facteurs qui peuvent parasiter une évolution annuelle. Alors là, je vais m'intéresser, on va dire, au secteur suivant, enfin, toujours au secteur bâtiment spécifiquement, en regardant l'électricité et le gaz naturel. Donc, comme je vous le disais, donc, ce sont deux énergies qui ont augmenté entre 2018 et 2019. Alors, c'est vrai que sur l'électricité, on voit que, notamment depuis 2018, il y a une hausse un peu plus conséquente, qui s'explique en grande partie par l'extension du restaurant scolaire. Alors, je dirais que ce n'est pas le bâti en lui-même qui, on va dire, à remettre en cause la performance du bâti, mais ce sont plutôt les usages qui se sont, on va dire, renforcés au niveau des équipements qui consomment de l'électricité. Et c'est vrai que dans un restaurant scolaire, souvent les appareils de lavage, de froid ou de cuisson ont un fort impact dans le bâtiment lui-même, plus que le bâti ou la performance du bâti. Pour le gaz naturel, on retrouve aussi un peu la même cause, mais de moindre ampleur. Hein, pour le gaz naturel, il y a le restaurant scolaire, et puis la salle des sports. Alors c'est vrai que sur 2019, il y a eu une consommation, alors, toujours à relativiser, parce que c'est vrai que en tête, j'ai en tête les historiques. C'est vrai que si on compare 2019 par rapport à 2018 et 2017, c'est vrai qu'on est en augmentation vis-à-vis des consommations de gaz naturel, hein, puisque la salle de sport numéro 1 est chauffée entièrement. Par contre, si on regarde toujours ces 2019 avant 2016, entre 2010 et 2016, on s'aperçoit que finalement on est sur des valeurs assez similaires en termes de gaz. Donc c'est vrai qu'il y a sans doute eu des optimisations de chauffage qui avaient été faites, notamment je pense au pilotage des radios en gaz, et sans doute qu'il y a eu une dérive par rapport à ça dans cette salle-là. Alors qui ont chuté fortement depuis, sur 2020, puisqu'il y a eu des soucis au niveau de la toiture. C'est très fortement chuté. Je crois qu'on est tombé à 32 000 kWh de gaz pour 2020. Sans compter aussi la Covid, bien sûr. C'est vrai que la Covid, enfin sur le gaz naturel, j'ai pu le voir, c'est vrai qu'on a quand même une baisse globale des consommations de gaz naturel. C'est pas forcément dû à 100% à la Covid, mais en partie. Donc ça, c'est pour la partie bâtiment. Quand on regarde, bon, j'enchaîne un petit peu, je suis désolé, pour aller assez vite, avec tous ces chiffres-là. Le secteur éclairage public, comme je vous le disais, il a fortement chuté ces dernières années. Donc il y a eu des gros efforts de faire en termes de rénovation, de relamping ou de changement de matériel. Par contre, ce qui est intéressant de voir, notamment par rapport au coût de l'énergie, c'est qu'on voit finalement que sur 2019, on a eu des consommations les plus basses, mais qu'on a quasiment une dépense similaire à 2013, alors qu'en 2013, il y a 100 000 kWh de plus. Donc ça, c'est le contexte énergétique qui explique cette différence, et ce qui justifie également aussi l'intérêt de faire des économies d'énergie, parce que sinon on ne serait pas à 40 000 € en 2019, mais on serait plutôt à 50 ou 60 000 € de dépenses, si on n'avait pas fait cet effort-là. Pour le secteur carburant, juste vous dire que, bon, à part 2016 et 2017, où il y avait effectivement des consommations un peu plus élevées, bon, qui pouvaient s'expliquer, je pense notamment vis-à-vis du partage du puisage des carburants vis-à-vis des services techniques du Valais-Lobinet, puisque c'est partagé sur différentes collectivités, donc il y avait effectivement des, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais peut-être un peu plus d'usage, on va dire, sur les réserves de malaise pour un usage communautaire. Donc voilà, grosso modo, pour les consommations de flux énergétiques. Et si on finit toujours sur ces mêmes consommations, mais par rapport à l'eau, donc on voit que c'est vrai que depuis 2017, enfin 2017-2016, on augmente un peu nos consommations d'eau de manière régulière. Alors sachant que sur 2019, c'est vrai qu'il y a 2 sites qui ont posé question, notamment la VSH. Alors comme très souvent sur des bâtiments, il faut savoir que
en général, on n'a qu'un seul relevé pour l'eau, contrairement aux autres énergies comme le gaz naturel ou l'électricité. Et c'est vrai que souvent, quand il y a une fuite, qui sont très souvent pas facilement détectables, je pense aux sanitaires par exemple, ou même par exemple dans un réseau qui est enterré, la fuite, ça fait mal assez souvent. Donc, et souvent a posteriori. Et puis bon, il y a aussi la salle polyvalente qui a augmenté de 146 véhicules pour 2019. Et c'est vrai que contrairement au gaz et à l'électricité, c'est vrai que l'eau, on va dire les évolutions de consommation sont souvent très variables. On n'a pas beaucoup de bâtiments qui ont une certaine constance. Et c'est vrai qu'on a du mal quand même à analyser aujourd'hui avec un seul relevé par an, parfois d'avoir des explications à part des fuites. Donc ça concernait la partie consommation de dépenses donc, du patrimoine communal. Et ensuite, parce qu'il en découle forcément, ce sont aussi les émissions de gaz à effet de serre, celui du CO2. Là, on a quantifié uniquement le CO2 actuellement. Ça pourrait évoluer. On voit comme les consommations que c'est vraiment le bâtiment qui impacte le plus, parce qu'on est quasiment dans les mêmes proportions, on est à 78%. Et aussi, deuxième chose aussi qui est importante à savoir, c'est que c'est le gaz naturel aussi comme énergie qui impacte le plus. Donc c'est vrai que si on veut, disons que l'intérêt de réduire ses consommations d'énergie, sachant que dans les bâtiments c'est le gaz qui est largement majoritaire, il faut faire des efforts sur cette énergie-là, parce qu'en réduisant ses besoins, mais aussi en ayant un complément d'alternative avec des énergies renouvelables, parce que c'est là aussi où on peut limiter le CO2, hein, plus que l'électricité. Et après, comme point de repère, je vous avais mis le nombre d'allers-retours en avion qu'on effectue quand on calcule. En gros, c'est une tonne de CO2 à peu près en avion. Il y a un Paris-New York, et donc comme on est proche des 370 tonnes de CO2 pour 2019, ça fait à peu près ce chiffre-là. Je vous ai mis ensuite, en termes d'information de lisibilité, les bâtiments les plus consommateurs et les plus dépensiers. Souvent un petit peu liés à la taille, avec une spécificité quand même pour la cantine municipale. Ce que je vous disais, c'est pas forcément une grande surface. On est en dessous de 10 mètres carrés de surface, encore que j'ai fait un peu aussi, je crois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gros besoins au niveau de l'électricité pour le froid et la réfrigération notamment. Et c'est vrai que ça impacte beaucoup. Bon, comme tous les restaurants scolaires, souvent les ratios sont très élevés, les ratios énergétiques. Et savoir que ces 3 sites qui sont mis en bleu foncé, ça représente quand même près de la moitié des consommations totales. Donc, et ensuite, je vous ai mis justement l'évolution par énergie des principaux sites de Melesse, avec tout en haut les bâtiments qui ont plutôt connu de baisse, jusqu'à la salle de tennis, et puis après l'école élémentaire, l'école maternelle, on voit quelques hausses, on va dire, sur les 2 ou 3 dernières années. Donc, énergie cumulée, et c'est vrai que la cantine municipale, quand vous regardez tout en bas, depuis son expansion, on voit bien quand même qu'il y a un impact assez important, notamment sur la partie grise qui est l'électricité. Alors, voilà, je vous ai parlé effectivement donc, des consommations, ça fait beaucoup de chiffres. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que les enjeux sont sur les bâtiments, que les enjeux sont également sur les consommations de gaz naturel. Alors, d'où l'intérêt, là, la deuxième partie, elle est plutôt consacrée justement aux impacts et aux réflexions à avoir pour les années à venir, sur le fait sur l'intérêt de réduire ces consommations d'énergie. Donc, je vous ai listé à peu près 3 raisons principales. Il y a des enjeux financiers, il y a aussi des engagements dans le cadre de votre territoire, et puis il y a aussi un contexte réglementaire, je ne pense pas que vous en ayez forcément beaucoup entendu parler, qui s'appelle le décret tertiaire, maintenant je crois que c'est le décret éco-énergie tertiaire, qui va, dans le contexte politique nationale et des engagements de la France, de toute façon, renforcer les travaux d'économie d'énergie, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Donc il y aura beaucoup de monde de concernés, avec de très forts enjeux qui peuvent même interpeller en termes d'objectifs. Donc sur l'aspect, on va dire, économique, c'était une projection que j'avais déjà faite l'année dernière, mais c'était de vous montrer sur ce que ça peut représenter de faire des économies sur 20 ans. Donc parfois, c'est pas forcément évident de se projeter sur 20 ans, mais en tout cas, entre 2019 et 2039, si on prenait le 2019 comme référence, le but était de comparer 2 scénarios. Melesse qui stabilise ses consommations, ou Melesse qui fait à peu près 2% d'économie par an. Et ce que ça montrait après en consommation et en dépenses. Donc c'est la ligne grise sous le graphe qui vous montre sur 20 ans ce que ça peut donner. Donc c'est quand même pas neutre.
Moi, quand on peut cumuler à peu près 1 700 000 euros, même si vous listez sur 20 ans, ça vous donne une somme qui n'est pas négligeable. Ça, c'est donc une des premières raisons pour faire des économies d'énergie. La deuxième raison aussi, c'est les engagements politiques du territoire, puisque effectivement le Valais immobilier, dans le cadre de son PCAET, a des engagements très très forts sur l'échelle des territoires, puisqu'on sait que c'est devenir un territoire énergie positif. Donc forcément, ça veut dire réduire ses besoins et produire des énergies renouvelables. Donc je vous ai juste listé, d'ici 2030, 2 engagements forts qui concernent le patrimoine public, puisqu'il y en a bien d'autres sur le territoire qui sont concernés. Mais là, comme je parle uniquement patrimoine communal, donc c'est quand même 40% de surface à rénover en BBC, donc bâtiment basse consommation. Donc ça veut dire que c'est quand même baisser sa consommation d'au moins 40% si c'est pas plus. Donc souvent on arrive à une rénovation globale. Je vous ai rappelé également, en fait ça complète ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour arriver à baisser 1 tonne de CO2, il faut à peu près faire 4500 kWh d'économie de gaz naturel. Donc d'où l'intérêt vraiment de cibler cette énergie en priorité. Et à savoir aujourd'hui que sur le patrimoine communal, vous avez encore peu d'énergie renouvelable. Il y a la mairie médiathèque, il y a le centre technique, il y a d'autres projets sur le SH, et encore d'autres projets à venir de plus grande ampleur. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un fort potentiel à développer sur le patrimoine communal. Mais c'est clair qu'en termes de priorité, il faut penser à ces 2 pistes-là, mais la priorité c'est d'abord de réduire ses besoins et de compléter par des énergies renouvelables. C'est le petit graphe, le petit dessin qui est à côté, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, qui reprend le concept du scénario des mégawatts. Alors je vous disais aussi qu'il y avait un contexte réglementaire qui va s'imposer aux partenaires privés et publics, qui est non négligeable. C'est notamment le décret éco-énergie tertiaire, qui s'intéresse dans un premier temps aux bâtiments de 2000 m² ou plus, ou d'avoir des bâtiments qui sont alimentés par un même temps de comptage et qui feraient cumuler plus de 1000 m². Donc après, il y a des méthodes de calcul qui sont un peu des usines à gaz, sachant qu'il y en a encore une qui est en cours de validation d'ici la fin de l'année, c'est la méthode numéro 2. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, le principe, ce serait d'avoir une année de référence, donc 2010 ou post-2010, corriger le climat, et ensuite de faire, d'ici 2030 à 2050, entre moins 40 et moins 60% d'économie d'énergie. Bon, sachant que sur l'énergie finale, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça veut dire quand même que ce sont des enjeux très très forts, et qui s'anticipent, et qui vont demander des moyens financiers très importants, avec leurs interrogations d'ailleurs. Et sinon, ensuite, il y a la méthode 2 qui est en cours de validation, où là, ce n'est pas un objectif par rapport à une consommation de référence, c'est plutôt par rapport à des typologies de bâtiments. C'est-à-dire que les mairies, on va avoir des ratios mètres carrés par rapport à différents usages, et là, votre mairie devra rentrer dans ce cadre-là. Pareil pour les écoles, ainsi de suite. Donc ça, c'est encore en cours de validation. Après, il faudra choisir l'une des 2 méthodes pour remplir vraiment la trajectoire demandée au niveau national. Donc je vous ai listé après, ce sont vraiment juste quelques points qui doivent alimenter justement la réflexion de toutes les collectivités en termes d'enjeux. C'est, on va dire, extrait de l'Observatoire LDC, que tout le monde peut consulter, qui s'appuie sur des retours d'expérience au niveau national et qui vous montre un petit peu différents projets qui ont eu des rénovations et des projets neufs très performants. Et ils ont fait un peu, ils ont un peu mouliné les données, notamment sur une centaine de projets. Et c'est clair que pour arriver à du BBC, enfin faire une rénovation, il faut passer par une rénovation globale, ou en tout cas un bouquet de travaux. Ça, c'est-à-dire échelonner sur des petits travaux sur plusieurs années, ça c'est pas forcément, ça sera pas forcément pertinent, d'autant plus qu'il y a des interactions entre sur des types de travaux, que ce soit l'isolation, la ventilation, les besoins de la chaudière. Donc c'est pour ça qu'à la base, il faut vraiment avoir une réflexion globale sur le projet, et après peut-être de réfléchir sur des priorisations de travaux, mais qui sont liées en tout cas à une approche globale. C'est-à-dire que faire chaque année, on va changer 4 fenêtres au plus partout, après un coup ça va être une chaudière, le résultat risque pas forcément d'être très intéressant à long terme. En tout cas, on n'arrivera pas à atteindre les moins 40 ou moins 50% dans les 10 ans. 10 ans, ça va venir très très vite. Il y a ensuite un coût moyen qui vous est précisé. Alors bien sûr, ce sont bien des valeurs moyennes constatées au niveau national. Après, chaque projet, c'est du cas par cas. Chaque projet a sa complexité. Mais c'est vrai qu'on arrive à peu près entre, on
autour des 400 à 520 euros, je crois, du mètre carré, 540 euros du mètre carré de rénovation énergétique. Ça veut dire qu'à cela, souvent, il faut rajouter soit des mises aux normes, ou soit il faut rajouter parfois aussi tous les travaux induits de finition, etc. Donc, ça veut dire qu'on rajoute encore un peu plus sur le coût. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrivait, il m'a montré, on pouvait descendre quand même en dessous des 100 kWh par mètre carré par an. Donc, ça ne vous parle pas, hein, ces 100 kWh par mètre carré par an en énergie primaire et sur les différents usages du bâtiment. Mais c'est pour ça que je vous montrerai le prochain slide, on va dire. Mais on peut descendre, et c'est être en dessous des 100 kWh par mètre carré par an en énergie primaire, c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais ça impose d'avoir une réflexion globale sur le projet. Donc souvent, ça veut dire, en général, faire un audit énergétique, prioriser ses travaux, voir combien ils coûtent, et ça permet d'orienter la commune sur ses choix. Parfois, par exemple, on a souvent parlé du facteur 4, dans certains cas, ce ne sera pas forcément possible de le faire. Donc justement, dans le graphe suivant, là, qui vous montre des bulles, des grosses bulles, alors ça ne va pas être simple, comment dirais-je, disons qu'en abscisse, c'est la consommation de vos bâtiments en énergie finale, donc c'est ce qui vous est facturé. Donc plus vous allez vers la droite de cette abscisse, plus ça veut dire que votre bâtiment consomme en volume. Vous voyez que c'est la salle polyvalente qui consomme le plus d'énergie dans la commune de Metz. Et par contre, au niveau des ordonnées, ça représente la performance énergétique. Plus vous montez haut, et plus ça veut dire que vous avez un ratio énergétique qui est moins bon. Et je vous ai mis ce rectangle orange, qui est un peu la frontière, la limite, ou le point de repère à atteindre quand vous ferez vos prochaines rénovations. Donc, c'est-à-dire que normalement, tout projet bâtiment rénové de manière très performante devra se retrouver normalement dans ce carré orange. Donc, c'est des sacrés enjeux. C'est pas... Enfin, peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais par expérience, je sais que c'est clair que c'est de la rénovation globale qui est nécessaire. En gros, vos ratios aujourd'hui sont entre 120 et 193, en sachant que je ne suis pas que sur 5 usages, il faut la consommation avec le bâtiment, c'est vrai que c'est un peu plus fort, mais il faudra descendre en dessous des 100. Je vous ai mis ensuite un peu ce que ça pouvait représenter de faire le lien entre une rénovation globale et ce fameux décret éco-énergie tertiaire, puisqu'il y a plusieurs bâtiments de la commune de Melès qui sont concernés. Voilà, donc j'ai cumulé un petit peu les consommations, enfin les économies à réaliser, et si je me cale par rapport aux ratios qui sont énoncés au niveau national, alors c'est bien sûr, c'est vraiment de... Là, je fais une réflexion comme ça, pas très précise, mais c'est vraiment plus pour vous montrer les enjeux. Donc ça fait quand même presque 5 millions d'euros de travaux qu'il faudra sans doute faire dans plusieurs années pour réduire d'au moins 40%, voire, enfin là je pense qu'on sera plus de 40%, mais les bâtiments qui font plus de 1000 m². Sachant qu'en plus, ce fameux décret éco-énergie tertiaire, il concerne aussi bien les bâtiments qui ne sont pas forcément chauffés. Je pense par exemple à la table de tennis. Hein, les terrains ne sont pas chauffés, mais il n'empêche que voilà, il y a un usage d'éclairage, et ben il est quand même concerné. Et pour compléter l'illustration plus globale, j'avais repris l'exemple dans les grandes lignes d'un audit énergétique qui avait été réalisé pour l'école élémentaire, puisque c'est un bâtiment qui est relativement ancien, qui en plus de format assez complexe, avec beaucoup de ponts thermiques, pas mal d'ouvrants. Et donc, en gros, ça listait un petit peu les caractéristiques de ce bâtiment là, qui fait plus de 1000 m², concerné par le décret éco-énergie tertiaire. Et ensuite, c'est peut-être plus la page suivante qui vous listait un petit peu le montant des travaux qui seraient réalisés et à quoi ça correspondait au niveau des dépenses. Et d'un budget qui sera à prévoir et à planifier. Donc vous voyez, sur l'école, pour arriver vraiment à une rénovation globale et performante, il y a quasiment 400 000 € de travaux à prévoir. Alors sachant que dans certains de vos bâtiments, vous avez déjà fait aussi des travaux. Donc il faudra effectivement les intégrer. Mais ça veut dire qu'on sera normalement dans cette logique-là, vraiment de manière permanente, si on veut faire quelque chose d'efficace. Et comme je vous le dis, il est important d'intégrer, quand on veut planifier ces travaux sur plusieurs années, quand j'isole par exemple un bâtiment qui n'était pas très étanche, qui respirait un peu naturellement, si vous faites une isolation performante, il sera plus étanche à l'air, donc ça veut dire des soucis aussi sur la ventilation, sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de mutualiser et de réfléchir à ça quand on fera des bouquets de travaux. Et la qualité de l'air intérieur, elle a d'autant plus en intérêt avec ce qui se passe aujourd'hui.
Comme je vous le disais, premier objectif, réduire ses besoins. Et la deuxième, comme je vous disais, c'est aussi de compléter, une fois qu'on a fait cet effort-là, par les énergies renouvelables qui devront supplanter à court terme et à moyen terme les énergies dites fossiles. Et comme je vous le disais, bon, le gaz, c'est vrai que c'est celui qui émet le plus de CO2. Bon, après, on peut toujours discuter, mais ce sont des coefficients, on va dire, faits au niveau national. Et donc c'est pour ça que je vous ai listé quelques installations qui sont en cours de réflexion pour la production solaire photovoltaïque. C'est vrai que vous avez de grandes surfaces de toiture qui sont plutôt bien orientées. Après, il faut prendre la contrainte de charpente. Et vous avez donc, on peut faire du solaire photovoltaïque à Molès. Et puis aussi une réflexion qui était intéressante du fait de la concentration d'un nombre de bâtiments qui sont parmi les plus consommateurs dans un périmètre assez restreint, au niveau du scolaire et périscolaire. Et bien là, il y a aussi la possibilité peut-être de passer aussi par un chauffage au bois. Alors ça, bien sûr, ce sont des propositions. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, il y a des études qui sont faites pour montrer la pertinence du projet de loi. À titre d'exemple, nous, on est animateur du fonds chaleur sur le territoire du Pays de Rennes. Donc, quand on estime qu'une collectivité a un projet intéressant, on fait des pré-études pour voir le potentiel. Et après, on va pousser plus loin s'il y a vraiment pertinence. Et quand ce n'est pas le cas, on ne fait pas et puis on trouve d'autres alternatives. Donc, je crois qu'on avait fini. Ouais, puis donc les dernières pages, c'était pour vous montrer de manière très light, mais en sachant que c'est à peu près lisible quand même. Deux choses au niveau des travaux d'économie d'énergie et de renouvelables. Donc, comme vous le disiez, on est animateur des fonds chaleur, qui, on l'espère, devraient être reconduits à partir de 2021 pour 3 ans, donc qui permettent d'avoir des aides financières sur les études et sur l'investissement. Donc on veut passer sur du chaleur renouvelable, de la chaleur renouvelable. Et il y a aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui existe également pour le particulier. C'est ce qu'on appelle parfois la prime énergie, qui permet de valoriser les travaux d'économie d'énergie. Alors, il y a des critères, bien sûr, à respecter. Il y a des fiches standards qui existent pour remplacement d'une chaudière, pour faire l'isolation des murs ou des levants. Et à partir de là, nous, en fait, on fait un groupement qu'on mutualise au niveau des communes sur le territoire du Pays de Rennes, pour les communes qui le désirent, et pour essayer d'avoir le volume le plus important et avoir un prix d'achat après, avoir un des objets qui soit le plus pertinent pour la collectivité. Voilà, j'en ai fini. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement réduction de ses besoins et après complété par les énergies renouvelables. Et gros enjeux, surtout à venir. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup. Juste sur les illustrations, les exemples de sites permettant de devenir des sites de production d'énergie renouvelable sur les 2 salles de sport, le conseil municipal a déjà délibéré pour confier à Energive, SDE Energive, l'installation de panneaux photovoltaïques. Une réflexion, est bien actuellement en cours sur ce potentiel de chaleur bois, justement, sur les bâtiments publics concentrés. Et que, par ailleurs, ces bilans annuels que vous nous faites et que vous nous commentez nous sont utiles pour continuer à programmer et à prioriser nos interventions. Il y a peut-être des questions. Monsieur Margot. Merci, monsieur le maire. Merci pour cette présentation. Peut-être une première question très pratique sur le travail de l'ALEC. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir des éléments de comparaison avec d'autres communes? Est-ce que ces statistiques existent sur votre site? Est-ce que j'ai rien trouvé de probant, mais ce qui serait aussi intéressant, c'est qu'on puisse se comparer. Alors, vous intervenez sur le Pays de Rennes, donc beaucoup de communes aux alentours de Rennes ont d'abord l'avantage d'avoir le même climat que nous, donc par définition, leurs chiffres seraient comparables, parce que ça n'a pas de sens d'aller comparer la consommation énergétique d'une ville comme Melès avec le sud, le sud-est ou le Grand Nord. Donc, est-ce qu'il y a des éléments là-dessus dont on pourrait disposer pour pouvoir avoir une comparaison satisfaisante? Pour répondre à votre question, alors effectivement, on a mis sur notre site en ligne alors quelques chiffres, on va dire simples, qui sont des ratios par habitant, alors qui permettent de comparer les ratios par habitant. Alors après, dans l'idéal, bien sûr, c'est de faire... alors c'est vrai que je l'avais fait pour certains bilans,
Bon, celui-ci, comme j'avais fait un peu plus tôt, je ne l'avais pas intégré, mais c'est vrai qu'on a des ratios notamment par habitant, soit par rapport à la consommation globale, et donc par, on va dire, taille de commune. Alors je pense qu'on a quand même quelques communes, on travaille sur quand même, vous êtes un peu plus de 6 000 habitants, bon, je pense qu'on a un panel alors, assez restreint, mais quand même quelques communes qui font cette taille-là, on va dire entre 6 et 8 000 habitants. Et c'est vrai que par contre, notre grand objectif, ce serait plutôt de comparer, alors avec la difficulté que ça induit, mais les typologies de bâtiments. C'est-à-dire de prendre soit la mairie de Melun, soit une salle de sport, et de la comparer à d'autres communes du territoire, puisque comme vous dites, effectivement, on a des conditions climatiques identiques, même si après, parfois, les usages sont un peu différents, etc. Mais en tout cas, on a une volonté comme ça de comparer des typologies de bâtiments, parce que c'est ce qui permet justement de prioriser après si ce bâtiment-là est performant ou pas, et après, de s'interroger s'il y a des travaux à faire ou pas. C'est vrai que de toute façon, le graphe, vous voyez vraiment les bulles. Dans l'idéal, ce serait d'avoir un graphe, par exemple, avec des bulles que de salle de sport, que de mairie, alors, avec toujours les mêmes précautions à prendre, quand même, parce que forcément, certains bâtiments sont plus anciens que d'autres, n'ont pas forcément la même énergie, pas les mêmes usages, ont été rénovés partiellement. Mais en tout cas, c'est un outil, effectivement, qui est intéressant d'avoir des indicateurs par typologie de bâtiment. Vos ratios par habitant sont aussi des chiffres très intéressants, si on peut les comparer, parce que là, pour le coup, ils sont justes dans la comparaison. C'est un début. Merci. Je continue si vous voulez bien. J'avais alors d'abord une remarque très positive sur le travail fait sur l'éclairage public. C'est, M. le maire, un poste de dépense très important et parfois difficile à maîtriser. Donc on ne peut que souligner l'effort qui a été fait. J'imagine qu'on procédera dans l'avenir à des investissements qui permettront de ne pas aggraver la situation de l'éclairage public qui était historiquement un très gros poste de consommation électrique. Un constat quand même qui nous a une nouvelle fois surpris, mais c'est l'absence totale dans la commune à date de la part de l'énergie verte. On est quasiment à zéro. Bon, c'est un constat, c'est une réalité. Ça montre bien qu'il y a un travail à faire. Nous avions, nous, très clairement proposé, dans le cadre de notre campagne, qu'un réseau de chaleur soit mis en place pour les principaux bâtiments communaux. On évoquait tout à l'heure les bâtiments concentrés. Enfin, les bâtiments concentrés, il est évident qu'il ne s'agit pas d'aller chauffer en périphérie de la ville, mais pour tout ce qui représente les besoins du centre-bourg, ça pourrait être intéressant. Perdons pas de vue que les chaudières bois, c'est toujours très intéressant sur le papier. Ça pose un problème quand même de transport et de camions. La production d'énergie verte s'est engagée, ce que je disais, et la réflexion est également engagée sur cette production de réseau de chaleur sur les bâtiments les plus concentrés. Un chiffre qui a été donné tout à l'heure, on parle en millions d'euros, vous avez cité le chiffre de 5 millions d'euros. On sera très attentif, monsieur le maire, à les voir apparaître dans les budgets à venir. Il faudra à un moment donné que vous nous expliquiez comment vous additionnez à chaque opération présentée des millions à des millions pour faire un budget final. Mais, je ne peux pas préjuger de la méthode qui sera la vôtre, mais on parle encore de 5 millions qui n'apparaissent nulle part, ni dans votre projet de campagne, ni dans les chiffres du budget 2020, où rien n'était prévu, ou quasiment rien sur ce sujet. On verra sur le débat d'orientation budgétaire 2021. Voilà, c'était nos remarques. Merci. C'est vrai que le décret éco-énergie tertiaire, il est sorti en 2019, et encore, il n'est pas encore traduit à 100%, mais c'est clair que toutes les communes vont être confrontées à beaucoup de questions. Enfin, moi, je trouve qu'au moins l'intérêt, justement, de ce décret éco-énergie tertiaire, qui pose question aussi au niveau des enjeux. C'est clair que faire des moins 60%, ayant le regard de terrain, sachant qu'on est des bâtiments globalement, même s'ils sont énergivores, qui ont des ratios qui ne sont pas si nuls que ça, faire des moins 60%, ça m'interpelle. Mais en tout cas, c'est clair que toutes les communes, de toute façon, quelles qu'elles soient, ça va poser question. Et c'est vrai que l'aspect aussi financement, aide financière, dispositif, alors après, la balle aussi est au niveau du gouvernement, je pense, ou des territoires, on va dire. Mais c'est vrai que c'est une très grosse question, mais au moins qui permet d'interpeller les communes. Ça, c'est bien, au moins de ce côté-là. Madame Leray. Bonsoir, merci pour votre rapport. Oui, bonsoir, merci pour votre rapport. Dans ce que vous donnez comme traduction pour la commune de Melun, je suis assez surprise de voir qu'à l'endroit de la mairie médiathèque,
Vous indiquez une traduction si importante d'économie à réaliser, alors que c'est un bâtiment, ce sont des bâtiments qui sont neufs et qui, depuis 2012, 2013 peut-être, j'ai plus de souvenirs, et qui ont fait l'objet soit d'une rénovation, soit d'une construction neuve. Donc, est-ce que vous avez... Ouais. En fait, bon, je l'ai mis parce que par principe, vu qu'il est... alors, le problème, c'est qu'il y a une partie existante qui existait avant 2010, vraiment qui est concernée. Sachant que quand je parle de mairie médiathèque, en fait, à la base, c'est un peu plus large que ça, parce que vous avez un compteur électrique qui est assez important, qui est en ancien tarif jaune, qui alimente donc la mairie, la médiathèque, les bâtiments annexes, de type un peu, alors je sais jamais les noms, mais Les salles de réunion. voilà, qui sont juste à côté, et anciennement, qui a été aussi transféré, la partie service technique. Tout ça, c'était le même point de comptage électrique. Donc, par principe, plus de 1000 m², sachant qu'il y avait des parties antérieures à 2010, il est concerné par principe par le décret. C'est vrai qu'effectivement, la partie neuve extension, alors c'est là qu'il y a aussi sans doute des questions où je n'ai pas forcément encore de réponse, et c'est là où je disais aussi que j'avais un peu peur que ce ne soit pas trop une usine à gaz, ce fameux décret, mais il y a des méthodes de calcul, je vous avoue qu'on ne maîtrise pas encore entièrement, mais en tout cas, par le principe du fait qu'il se fasse plus de 1000 m² et qu'il fonctionnait déjà, donc il existait avant 2010, normalement il serait concerné. Donc moi j'ai mis 40%, parce que c'est un objectif atteint d'ici 2030. Après, il faudra peut-être le traduire, ou alors ça veut dire que la partie neuve n'est pas concernée, mais comme on calcule les consommations de la partie neuve et de la partie ancienne, vous voyez, c'est pas simple. Là, je vous avoue que c'est une bonne question, parce que je n'ai pas forcément la réponse totale là-dessus. Le micro, je vais l'apprendre. Effectivement, j'allais dire la même chose que monsieur. La mairie, c'est pas un compteur qui est très représentatif, mais on aura des enseignements très intéressants avec le nouveau centre technique municipal. Pour, justement, je pense que ça nous retirera un poste de dépense important. Et l'autre chose que je voulais demander à monsieur Dos Santos, moi j'ai fait un rapide calcul, malgré tout, des 5 millions d'investissements. Nous ferait économiser un certain montant, et j'ai regardé à peu près la durée de retour de l'investissement, c'est plus de 100 ans pour moi, à ce stade. Et donc effectivement, je me pose des questions quant à effectivement l'aide que doit apporter l'État pour qu'on puisse mettre en œuvre en gardant des budgets raisonnablement équilibrés ces mesures. Alors par principe, indépendamment des chiffres que j'ai donnés, quand vous regardez des audits énergétiques, nous, on est toujours un petit peu embêtés par notamment le critère des temps de retour. Parce que si vous regardez, je pense que même pour l'habitat ou autre, vous prenez le remplacement des menuiseries, si elles ont 20-25 ans, elles ne sont pas étanchères, pas performantes du tout. S'il faut les remplacer par des ouvrants, on va dire très performants, les temps de retour souvent c'est 50 ans, 80 ans. Même en temps de retour, on va dire actualisé, c'est-à-dire on intègre une actualisation du prix de l'énergie annuel qui n'est pas évidente à fixer, parce qu'il faut se projeter comme ça sur 15-20 ans, et c'est que le prix de l'énergie dans 20 ans, franchement, personne ne sait comment il sera. Mais c'est vrai qu'on a des travaux, des types de travaux, franchement, les temps de retour sont très très longs. Donc, il n'empêche qu'après, derrière, il y a quand même le fait d'avoir des objectifs globaux, le fait aussi d'améliorer quand même parfois aussi le confort thermique des usagers, alors aussi bien en hiver parfois qu'en été, qui, nous on voit l'été maintenant pose de plus en plus question, et c'est pas forcément les mêmes solutions techniques entre les deux. Donc c'est vrai qu'effectivement le temps de retour, si on veut le calculer, pour certains types de travaux, après je sais pas qu'est-ce qu'on appelle on va dire une action, on va dire, viable ou pertinente financièrement, mais ça passera par. Donc le coût de l'énergie sera, on va dire, aussi entre guillemets bas, je dis bien entre guillemets, c'est sûr qu'effectivement on aura des temps de retour qui sont toujours aussi élevés pour certains types de travaux. Donc c'est vrai que le mot rentabilité parfois n'a pas, je dirais, n'a pas hélas sa place, on va dire, pour certains types de travaux d'économie d'énergie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de votre travail, de votre présentation et la pertinence de vos analyses. En vous remerciant.